Ici, alpha désigne un réel quelconque et on nous demande alors de déterminer le rayon de convergence des séries entières dont le coefficient est celui-là ou celui-là. Remarque 1. Pour déterminer le rayon de convergence, on peut effacer ici et là le n, car la série entière de termes général cos n alpha sur n z puissance n a même rayon de convergence que la série entière de termes général cos n alpha z puissance n. On va donc déterminer les rayons de convergence des séries entières de termes généraux cos n alpha z puissance n et de termes sin n alpha z puissance n. Tout d'abord, on peut dire que ces deux rayons de convergence sont supérieurs ou égaux à 1, étant donné que pour z égale 1, cos n alpha z puissance n est borné, de même pour sin alpha z puissance n. Et on va maintenant montrer que le rayon de convergence de la série entière de termes général cos n alpha z puissance n est exactement 1 en montrant que pour z égale 1, la série diverge. Et pour cela, on va même montrer que la série diverge grossièrement en montrant que cos n alpha ne peut pas tendre vers 0 quand n tend vers plus infini. En effet, si tel était le cas, avec cette relation-là, on aurait alors ici une suite qui tendrait également vers 0 quand n tend vers plus infini, et en passant alors à la limite quand n tend vers l'infini dans cette relation-là, on aurait 0 égale moins 1, ce qui est absurde. Par conséquent, la suite cos n alpha ne peut pas tendre vers 0 quand n tend vers plus infini. Aussi, a fortiori, la série de termes général cos n alpha diverge. Aussi, le rayon de convergence de la série entière de termes général cos n alpha z puissance n est inférieur ou égal à 1. Et comme on avait montré précédemment qu'il était supérieur ou égal à 1, on en conclut finalement que le rayon de convergence de la série entière cos n alpha z puissance n est exactement 1 et qu'il en est donc de même pour la série entière de termes général cos n alpha sur n fois z puissance n. Et si on montre de même que sin n alpha ne peut pas tendre vers 0 quand n tend vers plus infini, on aboutira à la même conclusion pour l'autre série entière. Supposons donc que sin n alpha tende vers 0 quand n tend vers plus infini et essayons d'aboutir à une absurdité. Pour cela, cette fois-ci, on va considérer la suite sinus n plus 1 alpha, qui est une suite extraite de la suite sin n alpha. Aussi, si sin n alpha tendait vers 0 quand n tend vers plus infini, on aurait alors ce terme-là qui tendrait vers 0 ainsi que celui-là. Par conséquent, ce terme-là tendrait vers 0 quand n tend vers plus infini, ce qui impliquerait, si sinus alpha n'est pas nul, que ce terme-là tendrait vers 0, ce qui est impossible vu ce que l'on a fait précédemment. Aussi, si sin alpha n'est pas nul, c'est-à-dire si alpha n'est pas congru à 0 modulo pi, sin n alpha ne peut pas tendre vers 0 quand n tend vers plus infini, et on conclut alors, comme on l'a fait avec l'autre série entière, que la série entière de termes général sin n alpha sur n z puissance n a aussi 1 pour rayon de convergence. Maintenant, si alpha est congru à 0 modulo pi, alors ce coefficient-là est nul, quel que soit n supérieur ou égal à 1, auquel cas la série entière ayant ce terme-là pour coefficient a pour rayon de convergence plus infini. Dans la question 2, on nous demande maintenant, quand valeur absolue de x est strictement plus petit que 1, de calculer cette somme-là et cette somme-là. Ce qui nous embête dans le calcul de cette somme-là, c'est le n au dénominateur. Aussi, en notant grand S de x, cette quantité-là, pour faire disparaître le petit n, on va commencer par dériver grand S sur moins un 1 ouvert, ce qui nous donne cela. Et maintenant, on calcule ensuite cette somme-là, et en prenant alors la partie réelle de cette quantité-là, on en déduit l'expression de S' de x sur moins un 1 ouvert. Par conséquent, grand S de x est une primitive de cette fonction-là sur moins un 1 ouvert. Or, une primitive de cette fonction-là sur moins un 1 ouvert est cette quantité-là. Et comme cette fonction-là
a même valeur que grand S en 0, à savoir 0, on en conclut finalement que grand S est égal à cette fonction-là sur moins 1 ouvert. Maintenant, en notant pour x appartenant à moins 1 ouvert, grand T de x, cette somme-là, on obtient, comme précédemment, cette expression-là de T' de x. Ensuite, ce polynôme-là du second degré n'ayant pas de racine réelle, sauf quand alpha est congru à 0 modulo pi, mais quand alpha est congru à 0 modulo pi, cette somme-là est nulle. Aussi maintenant, dans la suite, on prend alpha non congru à 0 modulo pi, et on va alors écrire cette quantité-là sous la forme u carré plus 1. Et pour cela, on voit x2 moins 2x cos alpha comme le début d'un carré. Et arrivé là, on a grand T qui est une primitive sur moins 1 ouvert de cette fonction-là. Or, on connaît une primitive de cette fonction-là qui est celle-là. Par conséquent, grand T et cette fonction-là diffèrent sur moins 1 ouvert d'une constante additive. Constante additive qu'on détermine en comparant la valeur en 0 de grand T et de cette fonction-là.